messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le ministre d'État, ministre de la Défense, honoré par la Marine nationale. Le ministre Ahmed Bakayoko a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite maritime ce mardi. 29 marins admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été également distingués. La paix est de retour dans le département de Mbengue, situé dans la région du Poro. Les affrontements entre les populations de la sous-préfecture de Kafiali et Mbengue font partie du passé. C'est le fruit d'une mission du médiateur de la République. C'est la période des fêtes. Nous parlerons dans ce 20h d'un business qui marche bien en ce moment. Les mèches, des usines de mèches synthétiques au salon de coiffure en passant par le négoce de cheveux humains. L'industrie produit en moyenne 40 millions d'unités de mèches en Côte d'Ivoire. Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour le second tour de la présidentielle. Le scrutin oppose l'ex-footballeur international Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons par les images de l'arrivée du vice-président Daniel Kablan-Duncan à Abidjan. Il est de retour après 2 semaines de mission qui l'ont conduit successivement au Brésil et aux États-Unis. Le vice-président ivoirien est allé s'inspirer des modèles pratiqués par ces 2 nations, respectivement en matière de lutte contre la faim et la transformation du cacao. Mission fructueuse donc pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan dans ces 2 pays. Des accords ont été signés notamment pour la transformation du cacao. Je vous propose d'écouter le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il se trouve qu'il y a des chances que le Centre régional de lutte contre la faim soit installé à Abidjan dans le cadre d'une réunion qui va se tenir ici à la mi-février 2018. Il est possible que le PAM et la FAO décident l'installation de ce centre. Et c'est en prévision de ça que le président de la République a demandé de voir ce qui s'est passé donc au Brésil, parce qu'ils ont le plus grand centre de lutte contre la faim au Brésil. Et nous sommes allés voir donc ce centre qui est connu depuis de longues années et qui a des performances particulièrement fortes. À titre d'information, il y avait donc en 2003 37,1% de la population qui était, frappée par la malnutrition. Ils sont en 2012 à 6,7%. Dans un progrès extraordinaire. 28 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté sur une population donc autour de 200 millions, 192 millions nous avons donc donné à cette période là-bas. Donc c'est un exemple qui a été très très important et nous souhaiterons bien sûr décupliquer ça ici. Donc la deuxième étape c'était à Harrisburg, voir la société Hershey, qui est une société de transformation du cacao. Les décisions sont qu'ils vont commencer à s'approvisionner en Côte d'Ivoire en produits semi-finis. Ils ne vont pas s'installer directement ici, mais vont acheter des produits semi-finis au lieu du cacao. Ce qui va permettre donc aux autres sociétés qui sont en place de produire davantage. Ils pourraient aller jusqu'à 50% de leur approvisionnement ici au niveau de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, quelque chose d'important pour nous. Dernière étape, c'était Atlanta, avec l'ambassadeur André Young. Là aussi, il y a 2 points importants. D'abord, la production de ce qu'ils appellent mise en place d'un système intégré de production de poissons et de produits maraîchers. Ils peuvent le produire hors sol et ça permet l'approvisionnement donc des villes. Vous savez que nous avons des déficits importants en matière donc de poissons au niveau de la Côte d'Ivoire. Je crois que sur les 300 000 tonnes qu'on consomme, il y a à peu près 200 000 tonnes qui sont donc importées. Donc on doit pouvoir les produire dans l'aquaculture, etc. Donc là aussi, ça a été vu avec eux. Ils ont une mission donc en début 2018 qui viendra ici pour faire les essais. On a fait aussi une possibilité d'un partenariat avec l'université Emory. C'est la 21e université américaine au niveau des classements, est spécialisée surtout dans le domaine de la santé et qui pourrait donc appuyer donc, cette université à mettre en place des formations particulières dans le domaine de la santé. Voilà, c'était donc la déclaration du vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'issue de sa mission au Brésil et aux États-Unis. Au chapitre défense de ce 20h, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été honoré par la Marine nationale. Il a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite maritime ce mardi. 29 marins admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été également distingués. C'était lors de la 16e édition de la cérémonie annuelle de distinction des agents de la Marine nationale. Le témoignage d'Herman Guivi. La tradition, une fois de plus respectée à la Marine nationale,
Honorer les marins, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, un respect et une profonde considération qui leur sont rendus pour service rendu à la nation à l'occasion de la 16e édition du Farewell 2017. Le Farewell, cette cérémonie de distinction instituée en 2001 par les marins encore en activité et qui se donne pour objectif de célébrer de façon solennelle leurs collègues en fin de carrière. Présent à cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Respect et honneur pour ces hommes de foi et de devoir. Chers frères dames retraités, vous nous quittez physiquement, mais sachez que les portes de la Marine nationale resteront ouvertes pour vous et c'est avec joie que vous y serez toujours accueillis. La Marine nationale que vous quittez à un moment important de son histoire a aujourd'hui fière allure. Et c'est grâce à l'appui et à la vision politique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, qui a permis aux marins de goûter à nouveau aux délices du métier des hommes de la mer. Pour votre total dévouement au service de la Marine nationale et des armées, je proclame haut et fort la satisfaction du commandement de la Marine nationale et je vous félicite solennellement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué la fidélité dont ont fait preuve ces hommes dans l'exercice de leur mission. Pour ces hommes, c'est une nouvelle vie qui commence. Il faut cesser de voir la retraite comme une sanction, comme une fin, car tout le monde n'a pas la chance d'aller à la retraite avec le respect et la considération de sa hiérarchie et de sa corporation. Vous avez servi votre pays, votre drapeau. Vous avez servi votre corps, l'armée, la marine. Et aujourd'hui, vous allez au service de votre propre famille, de vous-même. La retraite, bien méritée, doit être une grande allégresse, une grande joie, une grâce divine. 17 autres marins ont été gradés au rang d'officier de l'ordre du mérite maritime, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. À l'occasion du Farewell 2017, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été décoré au titre de commandeur de l'ordre du mérite maritime pour ses actions positives en faveur de ce corps de l'armée ivoirienne. Je vous conduis à une autre cérémonie de militaires à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. 103 élèves officiers militaires de Côte d'Ivoire et de l'étranger en formation à l'école des forces armées de Zambakro ont été présentés au drapeau. Cette cérémonie, qui est le signe de leur aptitude à servir leurs nations respectives, marque la fin de 3 mois de formation commune de base. Le reportage de Léon Bro. Défilé pour montrer leur parfaite assimilation des techniques de l'ordre serré, 16 élèves officiers, 103 au total pour l'année académique 2017-2019, sont en fin de formation commune de base. 3 mois pour acquérir les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Puis voici la 49e promotion d'élèves officiers d'active et la 12e promotion de médecins élèves officiers devant le drapeau, symbole de l'État qu'ils devront désormais servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et même au péril de leur vie. Instruction du commandant école des forces armées. Sur l'une des faces, il est écrit République de Côte d'Ivoire. En dessous, le logo de l'école des forces armées et l'inscription « S'instruire pour vaincre ». Ce drapeau est votre raison de vivre. Vous devez le défendre avec honneur et bravoure. Ces ordres sous la bienveillance de la hiérarchie militaire représentée par le général de brigade Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées adjoint, également des conseils aux nouvelles recrues. Agissez avec honneur, franchise, loyauté, impartialité, courage et abnégation. Sur les 103 stagiaires présentés au drapeau, 86 dont les 8 femmes et 14 médecins sont ivoiriens, les 17 autres des étrangers.
À l'étranger, au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mardi 26 décembre pour le second tour de la présidentielle. Le scrutin oppose l'ex-footballeur international, le sénateur George Weah, arrivé en tête au premier tour au vice-président sortant, Joseph Boakai. Comme vous le voyez sur ces images, les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement a commencé. Notre envoyé spécial, Gabrielle Zani, est sur place. Elle a suivi donc ce mardi le déroulement de ce vote. Les Libériens ont voté ce mardi avec un mois et demi de retard sur le calendrier initial pour déterminer le vainqueur de la présidentielle qui met face à face George Weah et Joseph Boakai. J'espère de meilleurs résultats pour un meilleur Libéria, pour l'avenir de mes enfants et aussi pour moi-même. L'élection se passe bien, tout est OK. Je pense que tout se passe comme prévu. Les longs recours juridiques, l'attraction des fêtes de fin d'année suscitées par la date de scrutin ont eu raison de ce deuxième tour. Une démobilisation de l'électorat visible dans les bureaux de vote. Mais cette participation moyenne n'a pas ôté le désir des Libériens de voir l'échéance se dérouler dans la transparence. Je veux une élection transparente, libre et équitable pour que le Libéria soit en paix. La paix et la transparence dans cette élection, ces vœux des Libériens, les observateurs ont pu les constater sur le terrain. Nous pensons que les élections se déroulent très bien. Et d'ailleurs, ce que nous avons comme impression, c'est que les Libériens sont en train d'exprimer leurs responsabilités. Parce que partout où nous sommes passés, c'est dans la tranquillité et dans la paix que les uns et les autres vont pour exprimer leurs choix. Ce que nous avons vu est très bon, calme et professionnel. Pour plus de transparence, les listes des électeurs sont affichées dans chaque bureau de vote. Seuls les inscrits ont le droit de voter. Cette fois, les dispositions sont prises pour éviter les épisodes de recours. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour avait été suspendu par la Cour suprême à la suite de recours de Charles Bromskim, le candidat arrivé troisième au premier tour le 10 octobre. Retour en Côte d'Ivoire où s'est déroulé le procès d'Hubert Oulaye. L'ancien ministre de la fonction publique sous le régime de Laurent Gbagbo vient d'être condamné en assise à 20 ans d'emprisonnement dans le procès qui l'opposait au parquet. Hubert Oulaye était poursuivi pour complicité de meurtre de 7 casques bleus de l'ONUCI et de 8 civils tués dans une attaque à l'ouest de la Côte d'Ivoire en juin 2012. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves, commissaires, officiers et sous-officiers de police session 2017 que les résultats définitifs des 10 concours sont disponibles et peuvent être consultés sur le site de la direction des examens et concours www.concours-police.gouv.ci. Comme annoncé dans les titres, la paix est de retour dans le département de Mbengue, situé dans la région du Poro. Les affrontements qui avaient opposé les populations de la sous-préfecture de Kafiali et Mbengue sont loin derrière. Le conflit foncier à l'origine de ces affrontements fait maintenant partie du passé. La paix et la cohésion sociale retrouvées sont le fruit d'une mission du médiateur de la République, Eugène Atoubé. Devant la sous-préfecture de Katiali, ils expriment leur fierté de s'être à nouveau accordés sur les modalités de retour à la cohésion sociale et la paix. Ce sont les représentants des populations de Katiali et de Guinée-Madala, quartier de Bengue, acteurs aussi de conflits ayant opposé les deux parties à propos des terres cultivables de Kwala, localité qui administrativement dépend de la sous-préfecture de Katiali. Depuis le 12 mai, date de signature des accords, les 10 points d'accord ont été respectés. Les personnes ne devaient pas faire de nouveaux défrichages. Ils ont compris, chacun est resté à sa position. Tout dernièrement, il y a 51 personnes qui sont venues aider à récolter le coton des Zana. Comment on peut faire parler avec des gens? Aujourd'hui, les différents Vogo, entendez campements en langue assénoufo, se sont repeuplés. La vie y est normale et les propriétaires mènent tranquillement leurs activités pastorales ou champêtres, comme ici à Bema Vogo, où cet ancien de Guerpi, fier de montrer son coton récolté et entreposé. Le temps
qui le vendent à la coopérative de Katiali. À l'épreuve du terrain, les points d'accord sont globalement respectés. Je dis bien globalement, même si il y a quelques petits points sur lesquels il y a des divergences. La seule solution, c'est véritablement de faire les délimitations. Lorsqu'on veut engager le processus de détermination, de délimitation, on est confronté à la résistance même des villageois qui n'arrivent pas à s'accorder, même si l'État, dans le processus de la mise en place de la loi, a créé des comités villageois de gestion foncière. Tous les acteurs du conflit, directs ou indirects, lors d'une réunion à la préfecture de Mbengue, ont pris l'engagement devant l'envoyé du médiateur de la République et les autorités préfectorales de consolider les acquis et promouvoir la paix entre Mbengue et Katiali. Si cette disposition augure de bonnes perspectives pour la paix, il n'y a que le point 3 du protocole d'accord relatif au Tardane. Droit coutumier payé pour une terre occupée en pays sénoufo constitue toujours un point d'achoppement. Sans doute le plus gros défi à relever pour le retour à une paix totale et définitive entre les frères de Katiali et Mbengue. Voilà donc les affrontements qui avaient opposé les populations de la sous-préfecture de Katiali et de Mbengue ne sont plus qu'un vieux souvenir. Il se nomme Camboussier, il est de retour en Côte d'Ivoire après des soins en Italie, dû à une maladie qui le rongeait. Il s'agit d'une tumeur maxillofaciale nécessitant une chimiothérapie. Son voyage a été rendu possible grâce au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, une action de portée sociale qui s'inscrit dans sa politique d'apporter une assistance aux personnes vulnérables. C'est ce que nous expliquent Davis Oyo et Franck Adio. Accolade entre Prosper et la représentante du gouvernement. Visiblement surpris de l'accueil, ce jeune homme de 19 ans est toutefois ému de retrouver sa terre natale après 1 an et demi passé en Italie pour des soins. Prosper souffrait d'une tumeur maxillofaciale. Je suis arrivé en Italie le 7 octobre 2016. Donc quand je suis arrivé le 10 octobre, je suis rentré à l'hôpital Pascal de Naples. Donc ils ont commencé le même jour, ils ont commencé les examens. Dieu merci, la maladie n'est plus là. Coût de l'intervention, environ 21 millions de francs CFA. Cette prise en charge médico-sociale complète a été possible grâce à la coopération italo-ivoirienne. Aujourd'hui, M. Sié Prosper Cambou a la possibilité de reprendre la vie, comme vous l'avez constaté. Il a 19 ans aujourd'hui. Il est même déjà inscrit au centre technique de Benoît en option électricité générale. Donc c'est pour dire qu'il y a encore des chances à donner à beaucoup d'enfants qui désespèrent. Triste parce que c'est une maladie très grave et chanceuse parce qu'il a vu changer sa vie grâce à une rencontre. C'est la rencontre avec Laolus Ngwa pour Padre Pio qui s'est pris soin de lui, qui grâce à la contribution, à la coopération de beaucoup d'Italiens, des familles italiennes, mais aussi d'institutions italiennes. Le président de l'ONG Une Voix pour Padre Pio et tuteur du Prosper a exhorté les personnes de bonne volonté à soutenir de plus en plus les malades victimes de tumeurs. On a compris que derrière ce visage gonflé comme un ballon, il y avait une personne. Mon souhait, c'est que demain, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a des autres cas comme ça, qu'on ne va pas s'arrêter à regarder la première image, mais on va réfléchir que derrière ce visage, il y a une personne. Il reste encore à Prosper des opérations de chirurgie plastique pour refaire son visage. Le lundi dernier, un autre départ a été enregistré pour l'Italie, celui de Maël Chriscofi, âgé de 18 mois, atteint d'un cancer à l'œil gauche. Au total, une dizaine de personnes vulnérables ont bénéficié de la prise en charge complète du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Et justement, cette chaîne de solidarité autour des personnes vulnérables s'est étendue à des chefs d'entreprise. Ces derniers volent au secours des enfants malades du cœur, membres du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire. Ils ont mobilisé 50 millions de francs CFA pour la prise en charge des enfants malades du cœur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le reportage de Kone Pagassoro. Centre hospitalier et universitaire de Tracheville. Dans cette salle pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan,
Drissa, 5 ans, et Eli, 9 mois, souffrent de malformations cardiaques congénitales, une maladie qui les empêche de vivre aisément comme les enfants de leur âge. Selon les spécialistes, ces enfants ont nécessairement besoin d'opérations chirurgicales pour espérer un jour jouer et aller à l'école. Là, vous avez pu voir 2 enfants. Il y a l'un d'eux qui souffre d'une maladie qu'on appelle tétralogie des phallos. C'est une maladie dans laquelle le sang n'arrive pas bien dans le poumon pour être oxygéné. Et donc, vous avez pu le voir, l'enfant est bleu. Et cet enfant que vous avez vu, qui a 5 ans, a présenté déjà un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est une des conséquences de la maladie. Si l'enfant avait été opéré plus tôt, on n'en serait pas là. Entre 2 et 6 millions de francs CFA, une opération chirurgicale jugée coûteuse. Les parents inquiets sollicitent l'aide de personnes de bonne volonté. Quand ils voient l'enfant comme ça, là, vraiment ça me fait très mal. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour le sauver. Si on a eu les gens pour nous aider là, ça va me plaire. Sinon, je suis là même, je n'ai pas 5 francs pour faire encore. L'enfant doit subir une opération. On sollicite les bonnes volontés pour nous venir en aide pour l'opération. Parce que c'est une opération qui coûte excessivement cher. Le cri de cœur entendu par le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, responsable, membre et partenaire de cette structure islamique, à l'occasion de leur 4e dîner gala de bienfaisance, ont mobilisé plus de 50 millions de francs CFA. Objectif, voler au secours des enfants malades du cœur. C'est des cœurs qui ont besoin d'être soulagés. Ces enfants sont très souvent dans des milieux très difficiles. Donc ils ont besoin de nous. L'homme d'affaires, ce n'est pas seulement compter des dividendes, c'est aussi poser des actes. Ce dîner gala de bienfaisance a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de la présence du général Abdoulaye Coulibaly, parrain de cette cérémonie. L'édition 2016 avait elle aussi mobilisé plus de 50 millions de francs CFA et a permis de doter le service de néphrologie pédiatrique d'appareils de dialyse ultra modernes. Je vous invite maintenant à effectuer un voyage qui ne sera pas du tout facile sur l'axe San Pedro-Tabou. Cette route, vous allez le voir, est dans un état de dégradation avancée. La circulation est ralentie, notamment à cause des vagues de boue. Les usagers qui peinent à parcourir la voie San Pedro-Tabou, longue de 100 km, se sont exprimés au micro de notre reporter Ouattara Madou Walter. Un accrochage provoque une longue file d'attente de différents types de véhicules. Nous sommes à mi-chemin sur la route San Pedro-Tabou, une distance d'environ 100 km. Un témoin donne sa version des faits. Il y avait un dîner avec un camion qu'ils ont fait à Coursas. On dit qu'à s'arranger pour quitter et l'autre demande constat. Donc on est resté dans ça, la pluie aussi est venue. Quand la pluie est venue maintenant, pour que les autres camions viennent, c'est impossible. Bon, nous avons un pont là, on ne peut pas partir. Donc c'est là, il y a eu un embouteillage. Les chauffeurs du véhicule de transport de médicaments pharmaceutiques et du gros camion impliqués dans cet accrochage accusent l'état de la route. Je quittais Tabou, je allais sur San Pedro. Et lui partait, donc en se dépassant, c'est accroché. C'est la route qui a provoqué. C'est le patin qui a provoqué tout. Il y a eu peu de temps, parce que depuis 13 ans on est là. Il n'y a pas de passage, tout est bloqué. On attendait seulement ce qu'on fait le constat. Maintenant ils viennent d'arriver, on fait le constat et puis bon, on voit ce qu'on peut faire après. Une pluie qui s'est invitée dans l'incident n'a fait qu'aggraver l'état de la route. Plus de 4 heures de temps. Ce matin même, quand on passait, j'ai même dit à mon collègue que vraiment, ce serait difficile quand on serait de retour s'il pleut. Effectivement, il a plu. Mais c'est dégradant parce que de là jusqu'à Prolo, la route est complètement dégradée. J'étais dans la boue, en train de sortir. Il y a une bâchée qui était derrière moi tout juste, en train de klaxonner. Bon, donc, j'ai voulu lui céder la place, j'ai glissé, puis bon, je suis tombé. Je ne suis pas contente parce que ça bloque les gens, ça fatigue les gens. On est en retard, quoi, on n'arrive pas vite où on s'en va. Je souhaite que le tarn San Pedro-Tabou, la voie là, c'est un peu fatigant. Heureusement qu'une niveleuse réussit à traiter cette partie de la route. Pour le grand bonheur des usagers qui attendaient impatiemment, la circulation reprend. En cette fin d'année, c'est le lieu d'inviter les automobilistes à la prudence, à l'indulgence, surtout au sens du civisme afin d'éviter de telles situations. Et en cette période de fête, la rédaction a décidé de parler d'un business qui marche bien en ce moment, les mèches. Des usines de mèches synthétiques. Au salon de coiffure, en passant par le négoce de cheveux humains, l'industrie produit en moyenne 40 millions d'unités de mèches en Côte d'Ivoire. De quoi satisfaire la demande nationale en tissage, tresse et haute curling. Incursion dans un univers où le fric côtoie le chic. Didier Nguessan, Christelle Menant. Tout le monde porte les mèches, tout le monde fait des perruques. On ne peut pas pratiquer
la coiffure sans les mèches. Dans la droite, c'est du naturel et dans la gauche, c'est synthétique. Pour une boîte comme ça, on va dire dans les 300 000. Je les ai posées une fois, je les ai enlevées, je les ai lavées, je les ai reposées, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce que les femmes veulent être belles. Elles continuent à vouloir être belles et c'est tant mieux pour nous. Coquette à l'ivoirienne, c'est presque inconcevable sans une tignasse nattée, tressée, tissée ou lissée. Ces tissages, postiches, mèches ou perruques, des armes de séduction pour lesquelles la plupart n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. L'ivoirienne, comme l'africaine en général, dépense beaucoup, et énormément, pour l'entretien de son image capillaire. En 2015, les Africaines ont dépensé près de 3 200 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut du Niger en 2013, un business luxuriant qui n'est pas prêt de se laisser tondre. Il faut qu'on fasse des couleurs pour que les femmes qui veulent avoir du rouge puissent avoir, les femmes qui veulent avoir du bleu puissent avoir. On va essayer le bleu. Cette usine de fabrication de mèches synthétiques sort en moyenne 4 nouveaux produits par mois. Il faut compter environ un mois de la conception à la mise en vente en passant par le test. Avant de mettre un produit sur le marché, on s'entoure de spécialistes de la coiffure, les tresseuses, les coiffeurs, pour leur demander leur avis. Comment elles trouvent nos produits? Est-ce qu'ils sont assez souples? Est-ce qu'ils sont assez ondulés comme elles le souhaitent? Les modèles ne vivront sur le marché que 6 mois, voire 12, s'ils ont convaincu. Faut se le dire, côté mèche, l'ivoirienne a l'embarras du choix. Le marché est inondé de fibres capillaires de toutes matières et de toutes origines. On voit souvent des mèches synthétiques, mais où il y a marqué Human Hair ou Natural Hair. On a imaginé à un moment donné faire la même chose, mais on ne peut pas se le permettre. Si on met de fausses instructions, ça va nous nuire à la fin. On n'est pas de passage avec des produits naturels ou pas pour quelque temps. L'usine emploie quelques 250 petites mains et travaille avec près de 8000 salons de coiffure recensés sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa chaîne de distribution, elle vise l'export, mais ne néglige pas les grossistes locaux, un maillon crucial qu'elle dispute avec un autre fabricant local. Alassane Diarra est un de ces grossistes. Son magasin ne désemplit pas. La grande partie des mèches ici, peut-être à 70%, sont carrément synthétiques. Mais vu certaines clientes qui veulent forcément les mèches naturelles qui sont importées, donc on en fait un tout petit peu aussi de naturel quand on vend. Par mois, Alassane achèterait en moyenne 5000 paquets de mèches aux 2 usines de fabrication locales. Sur la même période, il importerait de l'extérieur 250 paquets, pour un bénéfice moyen total de 200 000 francs CFA. C'est un minimum. Autre maillon de distribution, avant d'atteindre notre coquette ivoirienne, le salon de coiffure. Un maillon facultatif, mais qui tire de plus en plus ses bénéfices de la vente des mèches. Sally a même ouvert une boutique de mèches au-dessus de son salon de coiffure. Elle admet réaliser plus de marge sur les paquets de mèches importés qu'elle fait venir de la Chine ou qu'elle ramène lors de ses voyages à l'étranger. L'idéal, c'est que les clients prennent des mèches ici parce qu'en plus de la prestation, on a une marge aussi sur la mèche. D'autres salons de coiffure ne font que dans les mèches importées. Un type d'extension capillaire de plus en plus prisé, les mèches humaines. Elles ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire vers 2006. Moyer s'est lancée dans ce business en 2010. La jeune dame les vendait alors à bord de son véhicule. Aujourd'hui, elle possède 3 boutiques salons de coiffure dans la ville d'Abidjan. Avec, je me rappelle, 400 000, j'ai passé ma première commande de mèches et c'est les 400 000 qui tournent jusqu'à aujourd'hui. Elle ne dira rien sur son chiffre d'affaires actuel, mais nous apprend qu'elle achète principalement ses Human Hair en Inde, mais aussi au Pérou, au Cambodge ou au Brésil. Des voyages réguliers à la recherche des Black Diamonds. Par mois, minimum 1 fois, sinon 2 fois. Et en période de fête, 3 fois même dans le mois. L'industrie des Human Hair, silencieuse sur ses chiffres comme la croyante en prière, qui vient offrir ses cheveux à Shiva, Vishnu ou Murugan, en échange d'une vie plus confortable ou d'une meilleure santé. De ces temples partent près de 25% des 500 tonnes de cheveux que l'Inde exporte. Les 75 autres % sont directement vendus par les particuliers. Les prix varient entre 50 000 et 300 000 francs CFA le kilo. Et les mèches sont revendues par boule de 100 grammes. À Abidjan, les prix de moyer vont de 35 000 à 200 000 francs CFA la boule. Il y a différentes qualités de cheveux pour que chaque client puisse acheter selon sa bourse. La jeune dame revend 600 paquets de mèches par mois et voit passer dans son salon une 50aine de clientes chaque jour.
Je préfère les mèches naturelles. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, c'est plus joli à voir. L'Africaine dépenserait 9 fois plus pour ses cheveux que les femmes des autres continents. Une dépense sur laquelle repose l'avenir de l'industrie des mèches humaines et synthétiques. Il s'annonce déjà radieux, car la coquetterie s'apprend très tôt sur le continent. Voilà, téléspectateurs de RTI1, la Saint-Sylvestre, c'est seulement dans quelques jours. Vous avez donc encore du temps pour faire votre choix, choisir votre mèche et vous faire belle ou beau pour accueillir la nouvelle année 2018. Très belle soirée sur RTI1.